Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à nos auditeurs qui nous suivent sur Guira FM 93.3. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Nous avons ce matin, vous l'aurez remarqué, deux invités. Le colonel Ismaël Kouagou, qui est le responsable du pilier réforme du secteur de sécurité à la coordination des DRR, RSS, RN à la présidence de la République, et Modi Berete, chef de la section RSS de la MINUSCA, qui vous parleront de cette réforme extrêmement importante, mais également de la collaboration avec la MINUSCA. Nous commençons, comme d'habitude, par quelques images qui ont marqué la semaine. La récupération de 11 camions sur 12, des camions du PAM ainsi que leurs chauffeurs qui étaient entre les mains d'éléments armés de l'UPC. Ça s'est passé dans la région de Bambari. Quelques actions de la force, notamment la réparation d'un pont sur l'axe Bokarangal-Etelendim. Nous le disons souvent, l'état des routes, l'état des ponts constitue un des défis pour la force en termes de mobilité, en termes de patrouille, en termes de longue patrouille. Et ça, c'est une activité qui vise justement à renforcer ces infrastructures, à les améliorer pour permettre davantage de patrouilles. Sur le thème qui nous réunit ce matin concernant la réforme du secteur de défense et de sécurité, mes collègues parleront d'ici peu, mais d'une manière résumée, voilà un peu les domaines dans lesquels la MINUSCA intervient. Dans le domaine des infrastructures, sur ces images, la réhabilitation du clan Leclerc et Kassai, avec la visite du chef de l'État à l'une de ces infrastructures. Il y a également un travail, un appui au développement, avec la revue de la stratégie nationale de réforme du secteur de sécurité. Il y a eu une réunion avec la coordination nationale et des partenaires en avril 2018 et également cette table ronde sur les forces de défense et de sécurité il y a quelques mois, en juillet. Il y a également la question de l'opérationnalisation extrêmement importante avec le travail concernant le déploiement des FACA. Sur ces images, sur la gauche, des FACA qui patrouillent avec des casques bleus à Bangassou, mais également un projet qui va occuper nos collègues, le ministère de la Défense et les Centrafricains liés à ce secteur, qui est le recrutement des 1023 recrues pour les forces armées. Il y a également un appui au renforcement des capacités, la formation des FACA sur des modules non opérationnels, la formation de formateurs qui est important, d'autres types de formations, des formations liées à la sensibilisation avec la formation de journalistes. L'atelier a eu lieu il y a quelque temps. Il y a eu également une formation concernant le genre et la RSS. Nous parlerons tout à l'heure également du lancement à Bangui, tout de suite en ce moment, de la troisième phase du programme de réduction de violences communautaires, alors que les activités de ce programme important se poursuivent. À Bria et à Bangassou, nous voyons sur cette image une femme qui rend les armes. Évidemment, les statistiques concernant les violations et abus des droits de l'homme au cours de la période entre le 5 et le 11 septembre 2018, vous l'aurez remarqué, on revient sur la slide précédente, une hausse des violations et abus, plus 12 abus et violations et plus 32 en ce qui concerne le nombre de victimes. Et nous avons également les zones les plus touchées et les auteurs présumés. Quelques images des activités civilo-militaires de la force avec la participation des casques bleus mauritaniens lors d'une campagne de nettoyage dans la ville de Bria, ainsi que la remise de vivres à des nécessiteux de la mosquée et des églises catholiques et protestantes à Birao par les casques bleus zambiens. Et pour terminer avec ces images du programme Vacances en paix pour la paix au lycée de Fatima Bangui, il y a toute une série d'activités pour clôturer les vacances des enfants et préparer la rentrée scolaire. Je le disais, depuis sa création en 2014, la MINUSCA a toujours accompagné les autorités centrafricaines dans leurs efforts
pour réformer la sécurité et surtout le secteur de la sécurité. Dans sa résolution 2387, le Conseil de sécurité fait de la réforme du secteur l'une de ses tâches prioritaires, au même titre que la protection des populations, la restauration de l'autorité de l'État ou le DDRR. À cet effet, le Conseil demande à la MINUSCA de collaborer avec les autorités centrafricaines et d'autres partenaires et d'exécuter un certain nombre de tâches. C'est de cela que le colonel Ismaël Kouagou, responsable du pilier RSS à la présidence, ainsi que Modi Berete, chef de la RSS à la MINUSCA, vous parleront. Je le disais tantôt également, la force et la police de la MINUSCA ont récupéré 11 des 12 camions détournés par l'UPC, ainsi que 22 personnes, des chauffeurs et des mécaniciens. Ces personnes ainsi que les camions ont été récupérés dans la localité de Palacio, à une cinquantaine de kilomètres de Bambari, et sont en ce moment à Bambari. La MINUSCA a apporté quelques soins aux chauffeurs et aux mécaniciens, et elle met tout en œuvre pour récupérer le dernier de ces camions. Là aussi, un acte inacceptable de la part de ces groupes armés, en l'occurrence l'UPC. Le DDR, la MINUSCA lance ce matin la phase 3 du programme de réduction de la violence communautaire. Ce programme vise 1100 jeunes à risque issus du 3e, 4e, 5e et 8e arrondissement de Bangui, mais aussi de la localité de Bimbo, à travers une réinsertion socio-économique et l'éducation civique. Il promeut également des collectes d'armes volontaires menées par la Commission nationale des armes légères et de petit calibre. Plusieurs localités sont concernées entre le 12 et le 14. Ce sera les inscriptions à la mairie du 5e arrondissement. Ça a cours en ce moment et nous verrons comment vous y amener, les journalistes, pour que vous puissiez accompagner ce processus. Ensuite, entre le 17 et le 19 septembre, des enregistrements et collectes d'armes volontaires à la mairie du 8e arrondissement. Entre le 20 et le 24 septembre à la mairie de Bimbo, nous confirmerons tout cela. Et finalement, entre le 25 et le 27 septembre à la maison des jeunes du 4e arrondissement. Entre-temps, à Bangassou, la MINUSCA a poursuivi ce projet, notamment dans le site de déplacés du moyen séminaire. 64 bénéficiaires, dont 16 femmes, c'est celles que nous avons montrées sur l'image, qui ont rendu des armes. Des kits pour les activités génératrices de revenus, pour le petit commerce, la charpenterie, la mécanique, ont été distribués. En ce qui concerne les droits de l'homme, la MINUSCA a pu documenter entre le 5 et le 11 septembre 31 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont affecté au moins 65 victimes. À l'instar de la semaine précédente, la division des droits de l'homme de la mission s'est plutôt penchée sur les abus liés au conflit et commis par des éléments des groupes armés. Il y a eu un accroissement notamment dû aux événements qui ont eu lieu à Bria dans la préfecture de la Haute-Koto, mais il y a d'autres préfectures qui sont affectées, notamment la Ouaka, Luam, Luampende et la Nanamambere. Les auteurs présumés sont les anti-Balaka responsables pour 9 incidents, la coalition FPRC-MPC-UPC, 6 incidents qui ont affecté 8 victimes, et le FPRC, 5 incidents. Sur ce, je me tourne vers le colonel Kouagou, que je remercie au nom de la MINUSCA d'avoir accepté cette invitation. Colonel, la parole est à vous. Merci. Je suis effectivement le colonel Kouagou Koumoundou Achille Ismaël, le nouveau responsable du pilier RSS, réforme du secteur de la sécurité à la présidence de la République. C'est un plaisir pour moi. Je suis très ravi d'avoir le privilège d'être aujourd'hui à cette conférence de presse pour essayer de répondre à vos attentes, à vos
vos questions sur ce que c'est que la RSS. Mais avant cela, il va falloir que j'explique un peu ce que c'est que le pilier RSS, qui est un des 3 piliers qui travaille sous la coordination du programme DDRR, du processus RSS et de la réconciliation nationale. Et le pilier RSS, et comme l'avait dit mon frère Montero ici, est un outil important pour apporter le changement dans notre pays. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas dans une maison, quand dans votre quartier ça ne marche pas, il va falloir réfléchir aux moyens, à toute la stratégie pour changer les choses et faire en sorte que ce qui n'a pas marché puisse aller normalement. Et c'est effectivement ce que nous pouvons reporter sur la situation de notre pays. Nous sortons d'une longue crise politico-militaire et vous le savez depuis très longtemps. Et l'une des raisons pour lesquelles cette coordination a été mise en place, c'est pour qu'on puisse chercher à apporter une solution durable donc à la situation que traverse notre pays. Et également, la mise en place de cette coordination et surtout du pilier RSS répond donc aux attentes et aux aspirations du peuple centrafricain, et vous le savez tous, qui durant ou encore pendant toutes les assises nationales que nous avons eues dans ce pays, à savoir, si je remonte dans les années 90, tout ça avec les mutineries, il y avait des états généraux, le forum de Bangui, pour ne citer que ces assises un peu plus proches, le pacte de réconciliation, les dialogues politiques divers qu'il y a eu dans ce pays. Le peuple centrafricain a exprimé son désir donc de voir la République centrafricaine devenir un pays où règne la paix, la sécurité et la concorde nationale. Et je crois également que si nous voyons dans la stratégie nationale qui a été définie, qui a été mise en place et qui doit conduire les réformes en cours, nous avons la vision qui est clairement définie, à savoir faire de la République centrafricaine un État où règne la paix, la sécurité, la concorde nationale. Et voilà, tout ça sont des éléments qui nous réconfortent dans ce travail. Eh bien, le pilier RSS est là pour veiller à ce que toutes les réformes qui sont mises en place ou encore toute la stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité puisse être mise en œuvre de façon judicieuse. Voilà pourquoi le pilier RSS a été créé sous la coordination la coordination DDR, RSS et RN. Et vu l'importance de ce chantier, je crois le chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé que cette coordination soit placée directement sous son haut patronage. Ça montre toute la dimension de ce travail qui est à faire. Et mon frère disait tout à l'heure ici que la MINUSCA est là également pour nous apporter un soutien, un appui indéniable dans cette immense tâche. Alors, je vais également très rapidement parler de la structure de RSS, de ce pilier. Ce pilier RSS à la présidence de la République a une structure en deux organes, à savoir le secrétariat technique d'appui et le comité technique sectoriel. Et donc le secrétariat technique d'appui qui est placé directement sous ma responsabilité a deux chargés de mission, à savoir un chargé de mission en charge des projets et un chargé de mission pour des affaires juridiques liées au secteur ou encore au sectoriel. Et nous avons également le
comité, comme je le disais ici, technique sectorielle, qui est composé donc de 8 sectoriels, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, la communication, les eaux et forêts, les renseignements, et également les finances, et plus particulièrement avec la douane. À côté de cela, nous avons également l'assistance, l'appui de nos partenaires, et en premier lieu, nous trouvons la MINUSCA qui, à travers la présentation faite tout à l'heure par Montero, nous avons vu toutes les actions qui sont menées. Eh bien, voilà de façon succincte la structure et la mission que nous avons à réaliser au sein du pilier de réforme du secteur de sécurité. Mais il faut dire que depuis la mise en place de ce pilier, de cette coordination, beaucoup d'actions ont été menées, à savoir, nous n'avons pas des images ici, mais nous avions réalisé beaucoup de choses, tout ce qui est formation tout ce qui est formation et atelier au profit de sectoriels, l'encadrement des secteurs, à savoir par exemple le ministère de la Défense avec toutes les gammes de réformes qui ont été mises en place. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui le ministère de la Défense est en train de monter en puissance. Nous avions ensemble avec nos partenaires réussi à déployer les unités à l'intérieur du pays. Nous avions vu sur les images ici que les FACA aujourd'hui sont en train de remplir vraiment leur mission ensemble avec leurs frères de la force de la MINUSCA. Et il y a beaucoup d'autres actions qui sont menées dans le cadre des réformes. Vous savez, pour réformer, il faut aller toucher ce qui est essentiel. Et ces réformes visent tout d'abord les réformes institutionnelles, où dans chaque secteur, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour essayer de revoir les choses. Je reviens particulièrement sur la défense nationale, le secteur de la défense nationale, où beaucoup de choses ont été faites. Nous avons le plan de défense national qui a été élaboré. Nous avons également un plan de recrutement qui a été fait, et nous sommes en train d'avoir des échos un peu partout à la radio qu'il y a un recrutement qui est lancé pour à peu près 1020 et quelques éléments, à l'instar de ce qui s'est passé, qui a été réalisé à la gendarmerie nationale et à la police nationale. J'ai parlé tout à l'heure de déploiement et également beaucoup d'autres réformes qui se mettent doucement en place. Le but de tout cela, c'est pour que demain, nous puissions répondre aux attentes de la population. Voilà, je peux dire de manière succincte le pilier RSS que je viens de vous présenter, sa mission et certaines de ses réalisations pour ne rester que là. Merci. Merci beaucoup, colonel. Les journalistes auront certainement des questions concernant cette réforme. Je me tourne à présent vers Modi Berete, le chef de la section RSS de la MINUSCA. Je m'appelle Modi Berete, je suis le chef de la section en charge de la réforme du secteur de la sécurité. Il y a une petite section au sein des Nations Unies ici, de la MINUSCA, qui relève du pilier politique et dont la tâche est d'accomplir et de suivre le mandat qui a été dévolu à la mission en ce qui concerne la réforme ou sinon la transformation du secteur de la sécurité. Vous l'avez vu sur les photos qu'on a présentées. On a eu la chance il n'y a pas longtemps d'avoir des interactions avec les journalistes qui nous ont réellement permis de discuter
de l'importance de la réforme du secteur de la sécurité, de nous comprendre en ce qui concerne les terminologies et puis de définir un peu quelles doivent être les contributions sur le rôle des journalistes en ce qui concerne la réforme du secteur de la sécurité. D'entrée de jeu, je pense qu'on s'entend parce que souvent ça repousse les gens quand on parle de réforme du secteur de la sécurité. C'est comme si c'est une notion nouvelle qui vient dont on ne saisit pas trop les contours. Quoique dans les journaux, on voit chaque fois rubrique réforme du secteur de la sécurité, quand il s'agit de déploiement, de FACA, quand il s'agit de construction de commissariats, etc. Donc on s'entend que derrière l'appellation réforme du secteur de la sécurité, c'est tout l'effort qui est fait pour transformer, pour changer, et pour rénover et amener la bonne gouvernance dans l'ensemble des acteurs qui pratiquent et qui contribuent à la sécurité. Et nous identifions avec les journalistes, certains, je reconnais certains qui sont en salle ici, que la sécurité n'est pas l'apanage, sinon la responsabilité unique de l'État tout seul, et qu'en termes d'acteurs, il y a ceux qui contribuent directement et qui sont des acteurs étatiques de la sécurité. Il y a des acteurs qui ne sont pas étatiques, qui pourvoient à la sécurité aussi, comme cela se passe aujourd'hui avec la présence sur le territoire d'autres acteurs qui sont les groupes armés. Mais nous divisons ces acteurs en deux blocs, ceux qui donnent la sécurité et ceux qui contrôlent ceux qui donnent la sécurité. Et parmi ceux qui contrôlent ceux qui donnent la sécurité, nous avons ceux qui ont été établis par le vote et puis les lois comme l'Assemblée nationale, comme les instances de contrôle qui sont au sein des différentes, comment ce qu'on appelle, services de sécurité, de la défense, etc. Mais nous avons aussi les journalistes ainsi que les activistes de la société civile que nous considérons comme des gens qui contrôlent ce qui se passe. Donc pour moi, c'est réellement une bonne opportunité aujourd'hui d'avoir les journalistes avec nous en tant que nous considérons comme ceux-là qui ne sont pas des acteurs forcément étatiques, mais qui contrôlent ce qui se fait dans le secteur de la sécurité, qui sont en lien avec la population et qui, quelque part, influent et doivent influencer le travail que le colonel Kouagou et tout le gouvernement doivent faire. Donc, ceci dit, tout à fait important que les journalistes contribuent à cela. Et pour nous, aux Nations Unies, nous venons y ajouter un petit grain de sel et pour lesquels je pense qu'il est important aussi de donner des clarifications. La première clarification à donner, c'est que le travail de transformation, de changement du secteur de la sécurité est tout d'abord un processus national. Ce n'est pas un processus international. C'est vrai que quand il y a des projets, des programmes, on verra l'arrivée de pas mal d'acteurs internationaux, donc de gens qui viendront contribuer, qui par la formation, qui par l'équipement, qui par le soutien aux structures, etc. Et il y aura beaucoup d'acteurs qui vont venir. Mais au niveau des Nations Unies, les principes qu'on a fixés et auxquels la Centrafrique a souscrit, c'est les principes que l'appropriation nationale est le principe fondamental de travail du secteur de la sécurité. Cela veut dire qu'il n'y a pas de présence internationale qui vienne pour imposer aux Centrafricains, premièrement, une idée, une vision de leur secteur de la sécurité et les actions, les activités qui doivent être menées pour y arriver. Et le colonel Kouagou l'a mentionné, il y a tout un processus qui a commencé, je pense, depuis longtemps, avant le forum de Bangui, depuis 2008, il y a eu un travail sur le secteur de la sécurité ici. Il y a eu des réflexions où les acteurs centrafricains se sont mis ensemble, ils ont identifié secteur par secteur, il a cité les 8 secteurs, secteur par secteur, quand on prend les eaux et forêts, on prend la police, on prend la protection civile, on prend l'armée, etc. Quels sont les problèmes? Que veulent les Centrafricains? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et je pense que ce pays est doté de toute une documentation aujourd'hui, de problématiques recensées sur lesquelles les acteurs, parce que pour nous, réforme secteur de sécurité, les acteurs, ce n'est pas seulement l'État, c'est les non-étatiques aussi et les journalistes. Les acteurs aujourd'hui doivent travailler ensemble pour satisfaire à ces besoins-là. Deuxième élément d'importance de contribution des Nations Unies, en plus du fait que c'est un processus, comment ce qu'on appelle, national, nous travaillons sur la base, en fait, de recherche d'une forme d'équilibre. L'équilibre dans quel sens? L'équilibre, c'est que quand nous sommes en situation normale et dans tous les pays du monde, il y a des initiatives de changement, de transformation. C'est-à-dire que quand on regarde l'armée, on veut une armée plus opérationnelle, qui puisse faire des manœuvres et être capable de faire son travail. On veut une police qui soit bien dotée de véhicules, qui ait les bons moyens de communication, les bons effectifs bien formés. On veut des eaux et forêts qui protègent très bien avec les moyens qu'il faut, la faune et la flore, etc. Maintenant, puisque nous sommes dans une dimension qui est particulière et qui se caractérise du fait qu'on sort d'un conflit, le fait de venir au niveau des Nations Unies, c'est de trouver l'équilibre entre
ce que nous appelons la création de l'efficacité. Donc tous ces moyens, formation, etc., équipements, pour nous s'appelle efficacité, et comment y ajouter ce qu'on appelle de la responsabilité. La responsabilité est une notion très importante pour nous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire pour nous, Nations Unies, que si je forme un soldat, je lui donne une arme, je lui apprends à tirer, mais il faudrait aussi que je mette en place tous les dispositifs qu'il faut pour qu'il tire dans la bonne direction. Cela veut dire qu'il faut les lois qui encadrent le fonctionnement du soldat. Cela voudrait aussi dire que le jour où le soldat tire dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qu'il tire sur un civil innocent, il y aura aussi les dispositions qui seront prises pour que cette dimension soit couverte. Donc, ça, c'est un élément très important de notre accompagnement et nous travaillons très sérieusement avec les autorités centrafricaines sur la base de ce que je vous ai dit, des constats qui ont été faits et des difficultés qui ont été remarquées par le passé pour voir comment faire venir les partenariats et les ressources nationales pour créer l'efficacité. C'est ce qui se fait avec la formation des FACA, des FSI, etc., créer, construire des commissariats, mais faire en sorte aussi qu'ils soient déployés conformément au document de stratégie de la RSS qui a été adopté par le gouvernement centrafricain, mais déployés en respect de certains principes qui sont des principes de respect des droits humains et des principes de responsabilité, tout simplement parce que quand on pose un acte, dans une situation qu'on appelle état de droit, on répond de ces actes. Parmi les autres principes que je pense importants pour nous et qui expliquent que nous intervenons dans certains domaines opérationnels comme le recrutement, etc., c'est qu'aujourd'hui, en prenant en compte la situation de sortie de crise encore, on se dit que sur la base encore des constats qui ont été faits, les forces armées, les forces de sécurité viennent de quelque part, viennent d'un passé. Et souvent, dans la situation dans laquelle nous intervenons, dans les pays post-crise, c'est que souvent nous avons des armées où déjà la composition pose problème, pas aux Nations Unies, mais pose problème aux citoyens. Parce qu'il se trouve que dans beaucoup de pays, il y a des gens qui viennent souvent de la même ethnie ou de la même tribu qui constituent l'armée tout simplement, peut-être par vocation. Parce que les premiers généraux viennent d'une région, ou les hommes politiques viennent d'une région, les recrutements se font sur cette base-là. Et il y a des situations qui font que, compte tenu des questions de problèmes d'infrastructure, de moyens, tout le monde n'a pas accès au recrutement pour venir, comment ce qu'on appelle, servir sous le drapeau, etc. Et il arrive aussi que certaines dimensions, comment traiter les femmes, les questions de genre, etc. Est-ce que la police est bien outillée pour faire face, etc. Donc nous avons une certaine liste de principes qui portent sur l'inclusivité des forces armées et des forces de défense, des forces de sécurité intérieure, sur lesquelles nous travaillons avec le gouvernement. Les différents concours dont on parle aujourd'hui, notre intervention, c'est de s'assurer que partout où l'État n'est pas présent et que la MINUSCA est présente, que les concours, tous les jeunes centrafricains aient accès à ce concours-là. Le plus bel exemple qu'on a eu, c'est le concours qui a été fait pour les 500 comment ce qu'on appelle gendarmes et policiers, ou qui ont été conduits, comme vous le savez déjà, pratiquement sur l'ensemble du territoire. Nous avons accompagné le recrutement des agents de l'administration pénitentiaire pour que tout le monde soit aussi représenté. Et c'est un peu cette même orientation que nous avons et ce même dialogue que nous avons avec le ministère de la Défense pour que les futurs concours concernant les FACA puissent concerner tous les Centrafricains. Parmi les questions, bien sûr, de principe, nous nous employons, comme pour le recrutement de UNPOL, que cela soit le plus transparent possible et que l'accès soit rendu en fait facile à tout le monde. Juste pour ne pas être vraiment très long, notre intervention en tant que réforme du secteur de la sécurité, c'est réellement de faire en sorte qu'on puisse connecter différentes activités et différents secteurs d'activité. Nous travaillons bien sûr pour satisfaire les indications qui ont été données par le document de réforme du secteur de la sécurité, la stratégie nationale, qui dérive elle-même d'une politique nationale. Et sous la stratégie nationale, nous avons les différents plans sectoriels qui sont élaborés. Mais nous travaillons aussi à contribuer et à harmoniser pour que la stratégie nationale de restauration de l'autorité de l'État, d'extension de restauration de l'autorité de l'État aussi, soit quelque part mise en harmonie avec cet effort qui est fait. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui, par exemple comme déploiement, s'inscrit dans le cadre de la stratégie RSS qui demande dans son deuxième objectif de déployer des forces armées bien formées, assainies et qui sont responsables auprès des populations centrafricaines pour leur donner la sécurité. Mais c'est aussi un des piliers, non seulement du RCPC en termes de mobilisation des ressources, mais aussi un pilier important
de la stratégie de restauration de l'autorité de l'État, parce que pour que l'État s'affirme et soit réellement présent sur le territoire, il faut cette assise sécuritaire, que cela soit mis en place. Donc cela fait partie des domaines dans lesquels nous travaillons. Nous travaillons aussi avec la coordination DDR-RSS sur des questions qui sont quelque part qui concernent le futur du secteur de la sécurité. Des questions comme l'intégration. L'intégration aujourd'hui, c'est des discussions avec les groupes armés pour leur permettre à un certain membres des groupes armés de rentrer dans le cadre du processus de paix dans les forces d'armée et de sécurité. Et nous avons ces discussions parce que ces intégrations doivent être encadrées, et les principes doivent être mis en place pour que réellement cela soit des intégrations qui viennent de manière positive contribuer au développement du secteur de la sécurité pour les Centrafricains et non contribuer négativement en renforçant l'insécurité. Donc dans ce cadre, nous travaillons beaucoup avec la coordination, mais avec tous les partenaires qui sont là, parce que le mandat, Vladimir l'a déjà dit, nous instruit de faire en sorte qu'il y ait une très bonne coordination de toutes ces interventions. Jusque-là, cela se passe très très bien, avec tous les intervenants qui viennent. Ils comprennent qu'ils sont là pour renforcer les capacités, faire de la formation, donner de l'équipement, etc., mais aussi qu'ils appartiennent tous à la grande famille des Nations Unies, sur la grande famille qui a édicté des principes de responsabilité, des principes de respect de certaines normes, et tous les partenaires travaillent avec nous pour que cette responsabilité et ces principes-là soient promus et bien respectés. Voilà un peu ce que je voulais dire en entrée, et je suis prêt à répondre à toute question éventuelle de la part des journalistes.